Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires souvent en noir et blanc. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est parce qu'il voyait tout en noir que celle dont vous allez nous raconter l'histoire a imaginé une canne blanche. Son nom, Gulli d'Herbemont. Oui, ça vous fait un peu tiquer, non, ce prénom, c'est étrange, hein, Guilly. Ça vient de Guillemette. Pas loin de Guillaume. C'est qu'elle avait un oncle qui s'appelait Guillaume et qui était mort prématurément à 20 ans. Donc on lui a donné ce prénom étrange. Elle-même est née à Bruxelles le 25 juin 1888. Gulli d'Herbemont. Elle restera célibataire toute sa vie à la suite d'une très grande déception sentimentale. Et du coup, c'est ce qui va l'amener à consacrer sa vie aux autres. Pendant la guerre de 14, des dizaines de milliers peut-être, oui, il y a eu beaucoup de poilus qui sont devenus aveugles et qui viennent rejoindre la longue liste des aveugles civils. La société dans son entier est alors très sensibilisée, bien sûr, aux problèmes qui se posent aux invalides de guerre, parce que tout le monde en a dans sa famille, hein, frère, cousin, mari. Et on se rend compte notamment que les obstacles sont bien trop nombreux dans les rues de Paris, notamment des grandes villes, mais de Paris en particulier, puisque Gulli d'Herbemont va y habiter un moment, pour que ces aveugles puissent se déplacer. Et surtout, la circulation est de plus en plus dense en ce début de XXe siècle. Il y a de plus en plus de voitures. Elle est sensibilisée à cette question parce que pendant la guerre de 14, elle s'est occupée d'aveugles et notamment, elle a copié bénévolement des ouvrages en braille. Mais c'est un petit peu plus tard, après la guerre de 14, en 1930, qu'un incident lui donne l'idée de la canne. Elle était avec un groupe d'aveugles qu'elle aidait à traverser le boulevard de Courcelles et tout d'un coup, une voiture surgit à vive allure et évite le groupe de justesse. Donc, cela donne à Gulli d'Herbemont l'idée de doter les aveugles d'un signe distinctif qui leur permettra d'être identifiés comme tels et d'éviter les incidents. Et comme à l'époque, on a doté des agents de police qui règlent la circulation d'un bâton blanc et de manchettes blanches, vous vous souvenez, Stéphane, on les a connus, ceux-là, et on a connu aussi, vous vous souvenez, les petites tourelles qui étaient plantées au milieu des carrefours, là, et les agents de police montaient dans... Vous parlez écoute, de notre jeunesse, notre enfance, notre enfance. Oui, c'est ça. C'est quand le monde était encore en noir et blanc. Non, écoutez, c'était la fin des années 60. Il y avait encore des policiers comme ça dans leur petite tour avec des manchettes avec leur blanches. Baguette, ils vous disaient par où. Vous faites Merlin l'Enchanteur, ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est un petit bâton blanc court, hein, comme ça, un peu comme une matraque, pour vous si vous voulez. qui avait la priorité. Le droit de passer. Ah oui, je vois dans les BD, je me souviens de le petit personnage. Il y avait surtout pas autant de feu partout. Bon, alors en tout cas, ça donne à Gulli d'Herbemont l'idée d'une canne blanche pour les aveugles dont on doterait les 5000 personnes aveugles de Paris et du département de la Seine. À l'époque, quand vous vouliez vous déplacer, quand vous étiez aveugle, soit vous aviez quelqu'un qui vous aidait, soit fallait payer un accompagnateur, ou vous aviez un chien ou un bâton. Donc Gulli écrit au quotidien L'Écho de Paris une lettre qui est publiée le 30 novembre 1930 et comme le patron du journal tombe sur cette lettre, il est convaincu, il organise une grande réunion entre le préfet de police, les associations d'aveugles et Gulli d'Herbemont. La veille de la réunion, elle a elle-même peint une canne blanche chez elle et elle la porte en exposant son projet. Et certains proposent que la canne soit peinte en rouge, comme les stops. Alors Gulli refuse en disant non, attendez, les non-voyants sont déjà assez stigmatisés, on ne va pas en plus les identifier au stop, voyez un aveugle, arrêtez-vous. Vient la question du financement et Gulli d'Herbemont s'engage à financer les cannes sur ses propres deniers. Comme on est en France, on institue un règlement en 15 articles qui fixe les règles d'attribution de la canne et la façon de l'utiliser. Et alors on crée un modèle réglementaire homologué. Alors là, ça ferait sauter ou grimper au cocotier les associations féministes, parce que pour les hommes, on met au point une canne solide aux manches recourbées sur laquelle on pouvait s'appuyer. Et pour les femmes, une canne droite, fine, munie d'une dragonne en cuir. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre hommes et femmes ? Les deux modèles en tout cas sont estampillés par un écusson en métal argenté représentant les armes de la ville de Paris. Quant à l'utilisation, et là je me demande bien si ça a encore cours ou pas, lorsqu'un aveugle est au bord d'un trottoir et désire
traverser la rue, il doit lever sa canne blanche et les automobilistes doivent instantanément s'arrêter et les piétons non seulement ne doivent pas entraver la marche de l'aveugle, mais doivent l'aider à traverser la rue. Les aveugles munis de leur canne blanche ont la priorité aux stations de taxi. Est-ce qu'à votre avis, ça existe encore? Je ne sais pas si ça... Bon. Et puis alors du coup, le 7 février 1931, à l'Union interalliée, a lieu la cérémonie officielle de remise des 150 premières cannes blanches en présence des autorités politiques, militaires, civiles, religieuses, représentants des aveugles de Paris, nombreux journalistes, et les 150 aveugles invités sont tous accompagnés par un scout, autre époque. La première bénéficiaire est une vieille aveugle parisienne, Madame Conins, vendeuse de cartes postales, et la deuxième canne est remise à Monsieur Amblard, aveugle de guerre, président de l'association des aveugles de guerre. Ensuite, Mademoiselle d'Herbemont remet leur canne blanche à tous les aveugles présents et elle va donc financer les 5000 premières cannes sur ces deux deniers. Tout l'étranger en France, on a suivi partout, à l'étranger également. C'était quand même une idée géniale. Madame d'Herbemont, elle sera élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur en 47. Alors là, surtout, c'est pour vous faire plaisir, Mathieu, car je sais à quel point vous aimez le président Coty. Eh bien, pour le 25e anniversaire de la création de la canne blanche, elle est reçue avec un groupe d'aveugles à l'Élysée par René Coty. Elle a vu René Coty en vrai. Et elle l'a vu en vrai, oui. En tout cas, voilà, cette canne blanche a été un instrument d'insertion et d'émancipation pour les aveugles. Guilly d'Herbemont, elle meurt le 28 février 1980. À ce jour, déplorent Mireille Aublin-Brière et Marcel Chaleil qui lui ont consacré livres et articles. Aucune rue, aucune place, avenue, boulevard de Paris ne porte son nom. Quand vous pensez qu'on cherche à féminiser les noms de rues et qu'on vient d'inaugurer à Paris une rue de la Concertation, eh ben moi, si on me concertait aussi, je dirais qu'on pourrait quand même avoir à Paris une rue Guilly d'Herbemont. Qu'en pensez-vous, Stéphane? Que fait Stéphane Bern? Ça devrait être... Si on a affaire à des édiles parfois non-voyants. Oui, mais alors peut-être que vous pourriez militer pour une rue Guilly d'Herbemont à Thiron-Gardet. Non, mais à Paris. À Paris, bah oui, bien sûr, oui. Ce serait la moindre des choses. Tout à fait. Écoutez, tout est très belle chronique. Stéphane a réussi à placer sa petite pique contre Annie Hidalgo. Non, comment? C'est parfait. Vous avez vu une pique? Oui, j'ai vu une canne, mais je suis peut-être malvoyant. Bah. À tout de suite pour le quiz.